Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du LC Mag, édition spéciale Les médias c'est nous. Pour présenter cette émission à mes côtés, Dorian. Bonsoir à tous, nous sommes sur le site de la Courneuve-Plage pour cette émission spéciale. Alors Loïs, les médias c'est nous, qu'est-ce que c'est? Les médias c'est nous, c'est un projet en partenariat entre la ville de La Courneuve et l'UNAOC. L'UNAOC, c'est l'Alliance des civilisations de l'ONU. Ah ouais, l'ONU genre. Et oui Dorian, l'ONU. Ce projet rassemble 30 jeunes qui ont participé sur plusieurs thématiques, comme le racisme, l'égalité homme-femme ou encore les discours de haine dans les médias. Et d'ailleurs, nous verrons leurs projets durant cette émission. Depuis février, ils ont suivi plusieurs ateliers sur l'interculturalité, la lutte contre les stéréotypes et la désinformation avec des professionnels des médias et des sciences sociales, tels que Latifa Wilcourt, Nora Hamadji, Claire-Hélène Frieux et enfin Raja Bakouche. Ils ont également eu la chance de participer à de nombreuses masterclass avec Rokaya Diallo, Ali Gessoum, Harry Roselmack et enfin Aya Sissoko qui est l'une de nos deux invitées ce soir. Attends Dorian, on va pas tout leur dire quand même. Bon, mais qu'est-ce que tu proposes alors? Eh bien, démarrons avec un teaser présentant le projet Les médias c'est nous. Magnéto Brian. Enfin, au début, c'était un peu, je connaissais un peu personne à part mon petit groupe d'amis, mais je pense que j'arrivais à m'intégrer assez rapidement. Comme je suis à l'aise avec les gens, j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et pour l'instant, ça va, j'aime bien. Honnêtement, au début, je ne comprenais pas du tout l'intérêt de l'exercice, mais j'ai énormément réfléchi et c'était super instructif. On a travaillé sur, en quelque sorte, notre façon de nous adapter, d'imposer nos règles ou de s'adapter aux autres. Et du coup, on a vu qu'en fonction des gens et de leur caractère, ça changeait énormément. Ces jeux, ça a servi à s'adapter aux autres, s'adapter aux nouvelles règles, aux nouvelles cultures. Et voilà. On fait vers la gauche avec les origines? Ouais. Ok. Populaire, une France où le plat préféré c'était le couscous, une France où il y a des catholiques, évidemment, mais il y a aussi des musulmans. Voilà, les médias c'est nous, c'est ça. Merci à Tariq, Kylian et Alan pour cette jolie vidéo. D'ailleurs, qui sont derrière les caméras ce soir. Ce soir, nous allons accueillir les participants du projet pour qu'ils nous expliquent leur travail. Pour nous accompagner, deux invités dont Mabrouk Rachedi. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes auteur de romans, intervenant auprès de plusieurs associations et vous avez à cœur de travailler avec les jeunes. Dans le milieu scolaire ou non, pourquoi ce choix? Parce que les jeunes lisent, parce que j'ai été jeune, parce que je m'intéresse à tout le monde et parce que j'apprends énormément en fait au contact de tout le monde, en particulier des jeunes. Et je suis sûr que ce soir, je vais apprendre aussi beaucoup de choses. D'ailleurs, rien qu'en voyant ce que vous avez fait en un petit clip, je suis impressionné. D'accord, merci. Très bien. Nous avons maintenant... On applaudit. Très bien. Maintenant, nous avons Aya Sissoko, ancienne boxeuse et écrivaine. On s'est déjà vu, vous êtes venue lors d'une masterclass. J'ai une petite question pour vous. Pourquoi est-ce important pour vous de donner du temps aux jeunes générations? Parce que, me concernant, la transmission est quelque chose de central, parce que la jeunesse, c'est celle qui fera demain, parce que c'est nécessaire, parce que c'est essentiel, parce que vous allez prendre la suite, parce que vous êtes, je crois en vous pour que vous fassiez de belles et de grandes choses. Parce qu'en étant issu des quartiers populaires, je sais que les rôles, ce qu'on appelle les rôles modèles, ont manqué. On fait partie d'une autre génération que celle de nos parents qui ne savaient ni lire ni écrire et qui finalement subissaient. Et l'objectif effectivement, c'est de rompre avec ça, c'est de que vous soyez maître de vos destins et que vous soyez en capacité de décider pour vous. Personne n'a décidé de ce que vous allez être ou devenir. C'est à vous de faire et de vous faire entendre. Très bien, merci. La première thématique de l'émission, l'égalité femmes-hommes.
un sujet brûlant dans l'actualité. Et notre première chroniqueuse est Elissa. Avec Ada, qui n'est malheureusement pas parmi nous ce soir, elles ont traité le sujet de l'hypersexualisation des femmes dans la publicité. Regardons dans un premier temps un extrait et parlons de leur travail. Magnéto Brian. Même le début de la publicité, je pense que ça a toujours été une histoire de récits et que les récits, on va dire, bien plus lointains que nos récits modernes ont toujours été portés par les hommes et que du coup la femme a toujours été racontée par les hommes avec leur vision de la femme et qui du coup a toujours été rapportée à son corps et à son utilité par rapport à l'homme. Et qu'une fois que la publicité est arrivée avec une logique économique derrière, elle a été pensée par des hommes. Effectivement que l'hypersexualisation des femmes dans la publicité, dans les médias, a des conséquences très très graves sur les jeunes femmes, puisque du coup, on impose certaines injonctions sur les corps qui doivent être de telle couleur, de telle taille, de telle largeur, etc. Qu'il ne doit surtout pas y avoir de particularités, il ne doit pas y avoir de taches sur le corps, il ne doit pas y avoir de poils, etc. Donc on crée un monde complexe et on crée une société qui est sexualisée et qui du coup se compare en permanence avec beaucoup de mal-être, que renforcent aussi beaucoup les réseaux sociaux. Bonsoir Elissa. Bonsoir. Pourquoi ce choix de sujet ? On a choisi ce sujet avec Ada parce qu'il nous intéressait et c'est aussi quelque chose qu'on constate au quotidien sur les réseaux sociaux, dans la publicité, dans les médias. On a pu voir que souvent les publicités étaient imaginées par les hommes et que cela montrait leur vision de la femme. C'est pour cela que nous avons enquêté et cherché à avoir des réponses à nos questions afin d'analyser les raisons de son constat, les évolutions et les conséquences sur la vision que la société se fait des femmes. Très bien. Est-ce que tu as préparé des questions pour nos invités ? Oui. Aviez-vous déjà entendu parler de la tendance à l'hypersexualisation des femmes dans la publicité ? Et si oui, qu'en pensez-vous ? De toute façon, il suffit juste de se déplacer dans l'espace public pour voir effectivement que la façon dont sont représentées les femmes, ne serait-ce pour vendre une voiture, une machine à laver, effectivement, il faut que la femme soit dénudée, ce qui est tout bonnement inacceptable. Cela prouve effectivement, comme tu le disais dans ton texte de présentation, que c'est une vision masculine, patriarcale, effectivement, de ce que devrait être la femme, de ce qu'elle devrait représenter. Moi, en tant que sportive, effectivement, c'est aussi quelque chose que j'ai subi, c'est-à-dire que plutôt que de parler de mes performances, il était souvent question de ma plastique, et donc ce qui est bien évidemment inacceptable. C'est-à-dire que je suis une femme, oui, mais je suis aussi une femme qui réfléchit, une femme qui est aussi une championne. Donc il est bien évidemment hors de question que je sois réduite à un corps. J'en ai entendu parler, et pour cause, d'ailleurs, je me souviens que c'était en 3e, je crois, ou en seconde, j'avais fait un exposé, donc ça remonte à loin, sur justement l'hypersexualisation du corps des femmes. Il y avait eu une pub, alors bien avant moi d'ailleurs, c'était l'afficheur qui tient ses promesses, on voyait une femme seins nus, et qui disait, la semaine prochaine, j'enlève le bas. Et après, effectivement, c'est la semaine d'après, ça a été l'image de ses fesses, en fait. On en était là, en fait. Comme tu l'as dit, Aya, en fait, le rapport entre un yaourt, une voiture ou n'importe quel produit de consommation et le corps des femmes est très, très ténu. Et on voit vraiment, et ça a été très, très bien dit dans le podcast, que c'est un regard d'homme qui a façonné cette hypersexualisation. Donc c'est ce que vous avez aussi à faire, vous les femmes dans ce public, c'est-à-dire pénétrer ces espaces justement qui sont très très majoritairement occupés par des hommes, pour imposer, pour dire ce que vous êtes. Merci. Mabrouk Rachedi, les mentalités changent et les femmes sont de plus en plus nombreuses et entendues dans les médias et dans les sphères de pouvoir. Pensez-vous que les choses évoluent ? Telles que vous les avez dites, oui, si ça change. Mais alors moi, je suis un très mauvais client là-dessus parce que je regarde très 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 peu les médias, en fait. Et j'ai entendu parler, mais juste avant, une journaliste que je respecte énormément, qui s'appelle Nora Hamadi, que vous connaissez, et qui me disait que ça changeait peu malgré tout, et qu'on continue malgré tout à avoir une majorité écrasante d'une personnalité d'un certain type. Donc,
oui, probablement, les choses changent, puisque vous le dites et que vous regardez probablement plus la télé que moi, mais pas suffisamment vite. Et j'ai confiance au regard des professionnels et au regard de Nora Hamadi en particulier. Merci. Aya Sissoko, le sport féminin est-il aussi concerné par ce phénomène? Comment l'expliquer et comment lutter contre cela? Bien évidemment que le sport féminin est concerné par cette problématique. En fait, ce qui fragilise, c'est la précarité. La précarité parce que les carrières de sportifs et surtout de sportives sont très très courtes et que les places sont chères. Aussi parce que il y a un manque de visibilité de sport féminin dans les médias. Donc qui dit manque de visibilité dit aussi manque de sponsors. Et donc, voilà, tout ça fait que les femmes sont fragilisées dans la pratique sportive. Je ne vous parle même pas du souhait, entre guillemets, d'une sportive de vouloir faire un enfant. C'est quelque chose qui est totalement rédhibitoire dans une carrière. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est que les femmes intègrent les lieux de pouvoir, prennent la tête des fédérations sportives, que les publicitaires se sentent concernés effectivement par la place des femmes au sein du sport, de manière effectivement à imposer une nouvelle vision qui ferait qu'elles comptent, voilà, que leur voix porte et qu'elles puissent agir pour elles-mêmes, dans leur intérêt. Merci beaucoup Elissa et on remercie Ada qui doit certainement nous regarder en ce moment même. Sans plus attendre, passons à la seconde thématique, discrimination et racisme. Et oui Loïs, c'est Leila, Nitoucha, Sincha et Mounir qui ont traité le sujet des discours de haine à la télévision. On regarde leur vidéo. Magneto Brian. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. On est dans une culture du clash, on est dans une culture de l'affrontement. Quand on a des propos choquants, ça va faire du buzz sur les réseaux sociaux, ça va donner de la visibilité, ça va rendre audible. Et c'est souvent pas pour des discours qui sont dans la complexité et la nuance. Bienvenue à l'heure des pros ce matin. Comment combattre l'islam radical, ce qu'on nomme l'islamisme. Gérald Darmanin a écrit un manifeste pour la laïcité. Les minorités sont bien représentées dans les médias. En fait, c'était pas les femmes qui nous représentaient qui étaient dans notre situation. Et en plus, le pire, c'est que les personnes elles se permettaient de réfléchir à notre place et de nous infantiliser. Certes, je suis voilée des cheveux, mais je suis pas voilée du cerveau. Trop souvent, cette notion de laïcité est pervertie et va être utilisé dans un sens qui n'est pourtant pas le sien, d'opposition aux religions ou d'opposition à certaines visibilités religieuses ou voire d'opposition à certaines parties de la population de confession musulmane par exemple. En ce moment, ça va être slave souvent. Alors, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez choisi comme thème le discours de haine. Ce sujet vous touche ? Alors oui, c'est un sujet qui nous touche particulièrement, tout simplement parce que déjà on est tous des jeunes issus des minorités et que les discours racistes nous visent directement. Donc on se sentait concernés par ce sujet. Et on se sent aussi assez mal représenté dans les médias. Donc c'était pour nous une nécessité de choisir ce sujet. Et du coup, je vais vous laisser Mounir expliquer ce qu'on a fait. Alors oui, évidemment, du coup, on a interviewé plusieurs experts et spécialistes sur cette question-là. Nous avons eu Virginie Sassoun, directrice déléguée adjointe du CLEMI, qui est le Centre de l'éducation des médias et de l'information, qui est un peu sur la question du sexisme et racisme dans les médias, ainsi que M. Nicolas Cadenne, membre de l'Observatoire de la laïcité. Et au cours d'un micro-trottoir, on a interviewé des habitants de la Courneuve sur cette question-là, et on a eu aussi l'occasion même, de recevoir M. Roch Olivier Mestre, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Et voilà, nous avons choisi ce format-là sur un podcast, mais ça, c'est une autre histoire. Mais d'abord, on va vous poser des questions, et je vais laisser la première question posée par Cynthia.
Alors, après l'écoute de cet extrait, que pensez-vous de la manière dont on a traité ce sujet et est-ce qu'elle reflète bien la réalité? Moi, je trouve que ça reflète bien ce que les médias montrent, comment on est vraiment, et c'est bien dit, là, dans la culture du clash, où il n'y a vraiment plus de débat constructif, mais il n'y a que des oppositions, de gens qui sont irréductiblement opposés et qu'on met dans les mêmes plateaux, pas pour qu'ils échangent, mais pour qu'ils se battent et pour faire de l'audience. Hein. Le pire, c'est que ça marche parce que ce sont ces extraits-là qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, ce sont ces extraits-là que l'on partage massivement. Et c'est là aussi qu'il faut éveiller les gens à leur propre responsabilité. Ces gens-là sont à l'antenne, sont très très présents à l'antenne parce qu'ils font de l'audience, parce qu'ils font du buzz. Et si on veut qu'ils disparaissent, hein, si on veut que ce discours simpliste et de haine disparaisse, un geste, éteindre la télé, ne pas partager, ne pas regarder, et ils disparaîtront d'eux-mêmes. En fait, ce qui est aussi important, et c'est en ça au fait que je trouve ce projet extraordinaire, c'est que ça éveille votre esprit critique. C'est-à-dire que notre rôle à nous aussi, c'est d'être critique face à ces différents discours et se dire que, en fait, c'est pas la vérité. En fait, ce qu'on nous donne à voir n'a rien à voir avec la réalité. L'autre responsabilité aussi qui est la vôtre, et j'insiste là-dessus, et c'est aussi pour ça que moi je défends aussi une forme d'autonomie des principaux concernés, en fait, des minorités, c'est-à-dire que vous soyez vous-même en capacité de produire du contenu. Et si je peux me permettre, donc c'est pour ça que ce que vous faites, et Aya l'a dit, hein, est vraiment très important. Et je sais aussi que vous avez vu la directrice du Bondi Blog, et ce sont ce genre de médias aussi qui font entendre une autre voix et qu'il faut aussi soutenir en les lisant, en les regardant, en les soutenant. Et c'est vraiment, c'est pour ça que là, en fait, en tant que consommateur, il est véritablement essentiel aussi que vous diversifiez les sources d'informations. Moi, je sais que quand j'étais dans cette grande école, j'avais l'habitude effectivement de faire une revue de presse tous les matins, c'est-à-dire de lire tous les journaux de manière effectivement à me faire une opinion par moi-même. Vous avez d'autres questions ? Oui, du coup, on voulait savoir également que pensez-vous des sujets traités par les chaînes d'information aujourd'hui ? En fait, c'est formidablement bien résumé, lol, quoi. C'est sincèrement, mais je veux dire... oui, c'est vrai. Moi, personnellement, c'est vrai que quand j'allume la télé, au fait, j'ai les oreilles qui saignent. En fait, c'est vrai que je souffre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je regarde très, très, très peu la télé. Et c'est aussi la raison pour laquelle je préfère être sur le terrain, au contact de la réalité, des hommes et des femmes qui font le quotidien, parce que finalement, la vérité, elle est surtout là. On est vraiment passé des médias d'information aux médias d'opinion. Le journaliste disparaît ou est en voie de disparition et le chroniqueur le remplace. Le chroniqueur, c'est celui qui se permet de parler sur tout et surtout sur n'importe quoi, qui a son avis sur tout. Un jour, il parlera du climat, le lendemain de la politique en Ouzbékistan, et après sur la laïcité et sur l'islam. Enfin, ce sont aussi souvent les mêmes sujets qui reviennent. Voilà, c'est ce métier magique où chacun peut parler, s'auto-légitime à parler, et plus il dit n'importe quoi et plus il aura de l'audience, plus il clivera, plus il sera invité et meilleur client il sera. J'ai aussi une question aussi. Selon votre expérience, est-ce que vous pensez que les choses ont changé depuis quelques années ? Je pense que là, ce qui a aussi fait très très mal aux médias, au-delà de la concentration des supports aux mains de quelques individus, en fait, c'est le temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait le temps de véritablement aussi faire un travail journalistique, un travail d'enquête, alors que maintenant, en fait, on va passer de tout à n'importe quoi. En fait, c'est vraiment le buzz permanent. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est en ça, effectivement, que vous avez cet impératif d'aller vous-même chercher l'information, de vous-même vous instruire. Et c'est quelque chose qui prend du temps.
Moi, je suis encore en cours de déconstruction, en cours d'apprentissage, parce que aussi, en fait, on n'avait pas véritablement accès aussi à l'information à notre époque. Donc, c'est vraiment à vous, finalement, de faire ce travail, voilà, d'aller chercher l'information, de lire, d'écouter les podcasts qui existent, en fait, de devenir des individus conscients. Oui, je trouve qu'Aya a vraiment tout à fait raison d'insister sur le temps, parce qu'aujourd'hui, l'information peut faire 3 fois le tour de la planète en un tweet, en fait. Et les médias d'image sont à la remorque de ça, vraiment. Donc, ils courent après quelque chose qu'ils ne pourront pas rattraper, mais ils essayent de courir. Et donc, on publie une information, on la vérifie après. Et le démenti de l'information, ben, on le médiatise beaucoup moins que l'information première, même quand elle a été fausse. Donc, et le temps aussi, c'est aussi les formats qui ont changé. C'est qu'un tweet 280 signes, etc. Enfin, aujourd'hui, il y a une prime à la punchline. Celui qui préparera la petite phrase la plus percutante, ben, il fera le buzz, il sera partagé, il sera médiatisé. Donc, les gens préparent spécifiquement, bien avant leur intervention télé, des petites phrases qu'on retiendra, qui tourneront en boucle. Et ces petites phrases ne sont pas forcément très intelligentes, mais on s'en souvient. On a constaté avec le groupe que les minorités sont peu représentées ou pas représentées. Et justement, comment vous l'expliquez en fait? Comment l'expliquez-vous? En fait, tout est aussi une question de narration. C'est-à-dire qui raconte l'histoire, d'où est-ce qu'elle la raconte. Et enfin, de mon point de vue, certains n'ont pas du tout intérêt à ce que nous prenions en main notre propre narration, c'est-à-dire que l'on explique les choses du point de vue de celui de celle qui est née dans un milieu populaire, de celui ou de celle effectivement qui est racisée, etc. Donc c'est-à-dire qu'on a en fait cette nécessité effectivement de dire oui, regardez, c'est toujours possible, donc entre guillemets d'avoir des figures de proue. Elles sont nécessaires, attention, elles sont nécessaires. Moi, j'avoue que j'étais l'une des plus heureuses quand j'ai entendu que Nora Hamadi allait prendre le micro sur France Culture, parce que voilà, on a besoin de figures comme elle. Mais voilà, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a un véritable manque de visibilité finalement des principaux concernés concernant les thématiques de l'immigration, les thématiques justement qui ont trait au quartier populaire, les thématiques qui ont trait aux violences policières, etc., etc., etc. Et comment on peut faire pour changer les choses? C'est aussi être à l'initiative, c'est-à-dire créer vos propres médias, vos propres outils de communication, c'est-à-dire ne surtout pas être dépendant. Ne surtout pas être dépendant. Être dépendant, c'est être dans une posture d'attente. Et il n'y a pas pire. Et d'ailleurs, vraiment, le constat fait aux médias s'étend aussi dans tous les domaines, y compris l'édition, la littérature. On écrit tous les deux. Je veux dire, Aya l'a dit plusieurs fois, la narration de sa propre histoire, être maître de son propre récit, c'est aussi ce qui a provoqué l'élan de création chez moi et peut-être chez nous. Je ne veux pas parler au nom d'Aya, mais voilà, c'est cette conscience de cette voix qui était trop peu représentée et qu'on pouvait un peu porter à notre modeste mesure, qui a fait que aussi on prend la parole, on prend les stylos. Moi j'aime bien cette phrase de Booba en fait dans sa chanson qui dit les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire, et c'est vraiment ça quoi. Parler c'est une chose, écrire c'est une autre chose aussi, et filmer, voilà, donc ça permet vraiment d'inscrire son histoire, son point de vue dans la grande histoire. C'est très très important de témoigner, et c'est très très important aussi d'analyser. Et c'est très important d'oser. Très bien, merci à vous. Bravo à vous. Nous allons maintenant parler des violences policières. Tout à fait, Eloïse. C'est Anna, Apolline, Shainez et enfin Younes qui ont traité ce sujet. On regarde la vidéo. Magnéto Brian.
sentez-vous protégé, en sécurité? Franchement, la question est difficile à répondre, on va dire entre guillemets oui et non. Pour le coup, moi je suis blanc, mais quand je vois un flic, je suis pas serein non plus, et voilà quoi. Et du coup, vous affirmez qu'une personne perçue comme noire ou arabe a plus de chances de se faire contrôler par un policier? Ouais. Enfin, c'est pas qu'une affirmation ou qu'une hypothèse, ça se vérifie dans les chiffres, dans les statistiques, etc. Attendez, c'est le moment de faire des statistiques. Selon une enquête du Défenseur des droits, les hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler. Et maintenant, Valentin Diandro, un journaliste qui s'est infiltré dans la police, nous répond à son tour à cette question. C'est un jour où on fait un contrôle routier avec des policiers dans le 19e arrondissement. On contrôle des gens qui sont en voiture. Et à un moment, il y a deux jeunes, une vingtaine d'années, qui sont dans une Smart. Et le policier qui est à côté de moi dit « On va contrôler cette voiture-là ». Je dis « Pourquoi on contrôle ?» Il y a deux beaux bâtards à l'intérieur. Les deux beaux bâtards, pour reprendre le mot policier, ils sont noirs. Et ils n'ont rien fait d'autre que d'être noirs. Pour lui, ces deux-là sont des délinquants potentiels. Donc on va les contrôler. La voiture est en règle, ils sont en règle, donc ils sont partis. Et évidemment, le contrôle faciès, il existe. Évidemment. Mais j'ai pas inventé le concept. Malheureusement, ça fait des années qu'on le sait que ça existe. Là, c'est simplement un exemple de contrôle faciès qui est fait simplement sur l'idée que immigration égale délinquance. Là, eux, ils étaient français, donc ils ne sont pas immigrants, mais on les considère, ou les policiers, ou ce policier-là les a considérés comme des délinquants. Voilà. Donc oui, évidemment. Nous sommes avec Shainez, Anna et Apolline. Younes est à la caméra. J'ai une question pour vous les filles. Pourquoi avez-vous fait ce choix de reportage ? Alors tout d'abord, on a choisi ce reportage on a choisi ce sujet car c'est un sujet d'actualité et qui nous tient particulièrement à cœur. Et on a tous déjà vu ou vécu des scènes de forte violence où la police était présente. D'autre part, nous voulions témoigner à notre échelle de cette réalité en dénonçant ce que subissent les victimes et en sensibilisant les personnes qui ne vivent pas cela au quotidien. Ce sujet était aussi intéressant car nous voulions recueillir des témoignages et savoir comment les Français se sentaient, toutes origines confondues. Nous avons d'ailleurs été surpris par certains avis. Certaines personnes semblent considérer que les contrôles aux faciès ou les violences policières ne sont pas une réalité. Du coup, quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant la réalisation du projet ? D'abord, on voulait effectuer une interview filmée avec un policier, mais on n'a pas pu parce qu'on n'avait pas eu les autorisations dans les délais. On aurait aimé confronter notre ressenti avec leur expérience. Du coup, là, vous avez des questions. Bien sûr. Est-ce que vous, à notre âge, c'est-à-dire entre 18 et 20 ans, la police avait la même image qu'aujourd'hui ? Alors moi, je vous avoue que j'ai grandi dans un contexte de défiance envers la police. Alors en sachant que les violences policières touchent beaucoup plus les hommes que les femmes. Mais ayant grandi en cité, les murs étaient tagués de Nique la police. Quand les polices arrivaient dans la cité, tout le monde courait. On ne savait pas forcément pourquoi, mais on courait. C'était le tutoiement. Alors bien évidemment, il n'est pas question d'essentialiser, mais il n'est pas question également de nier l'existence des violences policières. Oui, j'ai grandi en cité, effectivement, et la police n'avait pas une bonne image, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, je courais pas forcément quand je voyais les policiers, parce que j'ai compris très vite que courir pouvait paraître très très suspect. Donc un conseil à vous tous, à vous toutes, quand vous voyez des policiers, ne vous mettez pas à courir, ça peut être considéré comme un comportement suspect. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de travail à faire sur le rapport entre
entre police et habitants. Et d'ailleurs, je vais faire des actions avec des policiers et des habitants en fait, dans des quartiers populaires pendant cet été. Donc peut-être que vous m'invitez un peu trop tôt là-dessus parce que je suis en train en fait, j'ai un regard, celui de l'ancien jeune de banlieue, parce que je ne suis plus du tout jeune, hein, et je n'ai pas l'autre regard, et je vais essayer de comprendre l'autre côté, comme moi j'avais appris énormément de choses en fait en faisant des interventions dans des classes. Moi, quand j'étais jeune, évidemment aussi les jeunes n'aiment pas les profs, etc. En côtoyant des profs, on voit un autre regard. Alors je ne fais évidemment pas le parallèle entre les deux, hein, et je ne minore absolument pas les problèmes. Et quand les chiffres disent des choses, 20 fois plus de contrôle pour des minorités ou des gens vus comme des minorités, c'est un énorme problème. Et merci aussi pour ce reportage-là. Mais au fait, ce qui est aussi très intéressant, ce qui serait intéressant véritablement d'interroger, c'est justement le traitement différencié de la police. J'ai grandi en cité, je n'y vis plus du tout. Et je vois effectivement que le traitement qui était le nôtre, qui était quand j'habitais dans une cité populaire. Aya, excusez-moi, est-ce que vous pouvez monter votre micro s'il vous plaît ? Non, mais c'est vrai qu'il est vraiment intéressant de traiter aussi le traitement différencié, c'est-à-dire que le traitement qui était le nôtre quand on habitait dans une cité et le traitement qui est le nôtre quand on n'est plus en cité. Nous dit aussi beaucoup de la réalité que vivent en particulier les jeunes hommes. Vous avez d'autres questions ? Oui. Alors, avez-vous déjà été témoin ou victime d'une violence faite par la police et inversement ? Oui, moi, plus jeune, je vais pas mentir. Comme je vous disais, j'ai grandi dans une des cités les plus difficiles de Paris, dans le 20e arrondissement. Les descentes de policiers étaient quasi hebdomadaires, et les agressions aussi. Donc une agression commence déjà verbalement. Je veux dire, quand quand un individu ou un groupe d'individus dépositaires de la loi viennent vers vous et vous tutoient d'emblée, ça pose déjà problème. Quand ensuite s'ensuivent des violences, c'est aussi bien évidemment problématique. Donc, comme je dis, bien évidemment, c'est pas une question. Le but n'est pas d'essentialiser les policiers, mais ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas de problème. Et de toute façon, les affaires récentes nous prouvent qu'il y a véritablement un problème entre certains groupes de population et leur police. Mais ça, on ne peut pas, entre guillemets, le détacher de l'histoire, l'histoire de France. On ne peut pas le détacher justement de la manière, de l'histoire coloniale. On ne peut pas le détacher effectivement de... il est nécessaire finalement de mettre en perspective le traitement des corps racisés aujourd'hui et l'histoire de France. Alors une anecdote, moi, sur des moments de violence. Un jour, je suis en voiture comme ça et je vois vraiment un affrontement mais très très impressionnant entre des jeunes et des policiers. Mais vraiment beaucoup de jeunes et beaucoup de policiers. Je traverse en voiture, il y a des heurts et j'étais pas jeune à cette époque-là. J'avais la fin de la vingtaine, le début de la trentaine. Et il se trouve que j'écrivais ce qu'allait devenir mon premier roman. Et dans ce premier roman, il y a une scène d'émeute en banlieue. Et donc quelques jours après ce fait auquel j'ai assisté, je présente à un éditeur qui veut bien me recevoir mon roman où il y a une émeute. Et mon éditeur me dit, il y a un problème, c'est l'émeute en fait, parce que les banlieues d'aujourd'hui, on est à cette époque-là en 2005, les banlieues aujourd'hui, il n'y a plus ce genre d'émeutes, ça rappelle le film La Haine, les années 90,
Et je lui dis, mais je l'ai vu il y a quelques jours de mes yeux, quoi. Et ne me croyez pas. Et c'est là où, et quelques jours après, là on était en 2005, il y a eu les grandes émeutes en fait qui ont embrasé toutes les banlieues. Et c'est que là, à ce moment-là, qu'elle m'a cru. Et donc, histoire de dire que oui, et des violences, c'est même moins spectaculaire, j'en ai vu, mais en témoigner, apporter ce regard-là est très très important parce qu'il y a dans certains endroits, dans certains quartiers, on ne les voit pas du tout, on va même les nier. Bon, maintenant c'est un peu trop visible pour que ce soit nié, mais à l'époque, ça pouvait chez certains, en tout cas. Et donc, là encore, et je reprends ce que disait Aya, hein, la narration de sa propre histoire, de son propre vécu, c'est très très important. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo, dans l'interview avec Valentin Gendreau, il nous explique que les policiers utilisent le mot bâtard pour qualifier une catégorie de personnes noires ou arabes. Mais aujourd'hui, les policiers sont eux-mêmes, à leur tour, essentialisés de cette même catégorie de personnes. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, ces jeunes-là essentialisent la police ? Moi, j'ai un problème avec toute essentialisation de toute façon. Après, on peut toujours essayer de faire la mécanique intellectuelle de comprendre. Hein. C'est jamais superfétatoire. Mais là, par exemple, quand on dit les policiers ont dit bâtard, ce sont des policiers. Ce ne sont pas tous les policiers. Donc, ce n'est pas la police nationale dans son ensemble qui a dit que. Mais après, est-ce que ce sont des choses récurrentes qu'on peut voir parmi les policiers ? Je ne sais pas, d'ailleurs, je n'ai jamais franchi, d'après les témoignages, oui, mais après, moi je demande aussi, je ne peux pas parler en spécialiste de cette question, mais là, voilà, sur la question de l'essentialisation, des deux côtés, c'est dommage. Après, on a des jeunes avec leur jeunesse et on a des policiers qui représentent l'État, et la responsabilité de la police est plus grande et plus forte, et on doit les former à ça. La langue est très très importante, comment on désigne l'autre est très très important, comment on lui parle, si on doit le vous voyez plutôt que le tutoyer, comment on le considère, comment on le traite, donc c'est très très important. Donc pour la légitimité de l'action policière, c'est très très important qu'il soit mince, je perds le mot là, qu'il soit impeccable, mais c'est pas le mot que je cherchais. Bon. Irréprochable, c'est le mot que je cherchais, pardon, irréprochable. En fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est que je me dis que ces policiers savent qu'il y a un journaliste avec eux. Ou ils ne savent pas, il était en couverture. Il était en couverture et il était dans une infiltration, dans une en fait. Infiltration, d'accord. Voilà, mais il n'empêche effectivement que, voilà, s'ils se permettent ce genre de terme, c'est que ce n'est pas la première fois, que c'est une habitude et que c'est problématique. Et puis de toute façon, les différentes affaires de violences policières actuellement nous prouvent qu'il y a un véritable problème. Voilà, on se souvient tous, de Ziad Ebouna, on se souvient tous effectivement de l'affaire Adama Traoré. Récemment, ce producteur de musique qui a été Michel Zecler, qui se fait agresser dans son local. Tout ça nous dit aussi qu'il y a un véritable problème d'impunité policière. Et les policiers, entre eux d'ailleurs, se couvrent, ne dénoncent pas justement les méfaits commis par d'autres. Et quand un groupe qui est censé être au service des citoyens, parce que les policiers sont à notre service, ne dénonce pas les méfaits commis par les leurs, c'est aussi la raison pour laquelle existe cette essentialisation. C'est comme ça. Et donc, oui, il y a un véritable problème avec notre police. Maintenant, comment faire effectivement pour que la parole, que la conversation reprenne ? Je ne sais pas. Mais déjà, en tout cas, que les affaires en cours, que les affaires en cours soient jugées et que les coupables soient punis. Merci à vous. Une dernière question ou c'est bon ? Non, c'est bon, merci. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Nous allons maintenant aborder le sujet des figures de l'antiracisme avec Jimmy et Aïché
qui vont nous présenter un portrait d'Elias Samir, militant depuis 24 ans. On regarde ça ensemble et on en discute après. Magnéto Brian. Je suis rentré dans le militantisme en 1997. Ce combat, on est seul. Suite au meurtre d'un jeune, Abdelkader Bouziane. À chaque assassinat de petits jeunes, on fera une mobilisation. Qui a été tué d'une balle derrière la nuque par la police. On n'a ni la justice, ni la police, on n'a aucune institution, nous, de notre côté. Je fais partie aussi du comité Adama aujourd'hui. Quelle famille a subi ce que a subi Hassan Traoré depuis 2016? Ce qui se passe dans nos quartiers, c'est pas toujours ce qu'on veut raconter dans les médias. Et pourtant, c'est nous qui disons la vérité. Je crois que les plus républicains d'entre eux, c'est bien nous. Les violences policières, c'est partout dans les quartiers français. Elias Samir, je suis d'origine algérienne, j'ai 48 ans, militant maintenant depuis bientôt 24 ans. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Jimmy, j'ai une question pour toi. Comment est née l'idée de ce portrait? Alors, tout d'abord, étant très intéressé par les sujets sur les personnages et les sujets issus de quartiers populaires dont on ne parle pas forcément soit à l'école, soit dans les médias, on a décidé de se tourner vers les figures historiques qui ont eu un combat contre le racisme ou la discrimination. Et on a voulu connaître l'influence et la voir surtout sur notre génération en fait. D'accord. Donc notre interview a été faite par notre invité Elias Samir, qui est militant depuis 24 ans. Donc il a commencé à militer suite au décès d'un de ses amis, qui a été assassiné par la police par une balle dans la nuque, donc de derrière. Et donc nous avons décidé de lui poser des questions sur les figures historiques étant engagé pour cette cause-là. Donc lui-même, il a été discriminé durant sa vie. Donc nous savons que cette lutte est menée depuis des années. Et donc du coup, la question qu'on s'est posée, c'est quelle est l'évolution entre le temps des figures historiques à notre époque? Donc on a entendu Samir Elias évoquer le racisme dans la police. Donc la question que je vais vous poser à vous deux, considérez-vous que la police est raciste aujourd'hui? Qui se lance? Non, enfin moi de toute façon, comme j'ai coutume de dire, de toute façon, enfin voilà, il existe un racisme structurel et des discriminations systémiques. Ce serait véritablement, enfin, être malhonnête que de ne pas le reconnaître. Toutes les études vont dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est en ça, au fait, qu'il est nécessaire de vous appuyer sur les études sociologiques, sur les études économiques, sur l'expérience aussi de celles et ceux qui vivent ces différentes oppressions au quotidien, pour vous faire un avis. Et donc, c'est à nous. Voilà, c'est à nous de reprendre la narration en main. Comme l'a fait Elias Samir, parce que comme vous le disiez, Elias Samir c'est un ancien, c'est quelqu'un qui a vu, qui a vécu les choses et qui est aussi dans une démarche de transmission. Et donc c'est aussi sur ces savoirs-là, sur ces expériences-là aussi qu'il faut s'appuyer pour aborder ces sujets et ces thématiques. Moi j'ai beaucoup appris justement en le lisant. Ça fait à peu près 1 an, 2 ans ça fait à peu près 2 ans, oui, 1 an que je m'intéresse à son parcours et que j'ai beaucoup appris en le lisant. Sur la question de savoir si la police est raciste, alors là, pour le coup, on retombe sur la question de l'essentialisation. Est-ce que la police est traversée par le racisme qui existe dans la société? Forcément, on n'y échappe pas. Donc, j'ai du mal donc, à dire que toute la police, en tant que telle, est raciste. Est-ce qu'il peut exister? Oui, forcément. Donc, mais après, j'ai cette phrase en tête de Blaise Pascal qui a écrit que la justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique. Ne pas dissocier les deux, qui doivent travailler ensemble parce que l'un et l'autre marchent sur un pied. Voilà.
Mais au fait, plutôt que de critiquer la police, moi c'est l'institution qui m'intéresse d'interroger, de critiquer. Parce qu'au fait, finalement, le problème, ce ne sont pas les individus, c'est l'institution en elle-même. Pourquoi l'institution policière produit, légitime, la violence policière? Et l'institution policière, c'est l'État. Et l'interroger, c'est une fois de plus cette nécessité de s'inscrire dans l'histoire de France, l'histoire de la colonisation en particulier, et la gestion des corps non blancs. Moi, je voulais vous demander quel personnage de la lutte antiraciste vous a marqué, vous, ou même M. Mabrouk Rachidi. Alors moi j'ai grandi avec des grandes figures américaines en tête, pas mes contemporains, je tiens pas à me vieillir, mais les Martin Luther King, Malcolm X ont marqué ma jeunesse. Je sais que j'avais des grands frères en fait qui regardaient en boucle tout ce qui passait en fait, et enregistraient, etc. Donc j'ai grandi dans cette culture-là. Et aujourd'hui, une figure antiraciste que je peux côtoyer et que vous avez rencontré, Ali Gessoum. D'ailleurs, je peux mettre un visage en fait et je peux lui parler. Je trouve qu'il fait des actions au quotidien sur le terrain qui sont formidables et auxquelles j'ai la chance de participer, de contribuer. Enfin, moi, me concernant, c'est Frantz Fanon et un livre que je vous conseille tous et toutes, Les damnés d'Ater. Donc j'ai une question pour vous, monsieur Mabrouk Rachidi. Donc, est-ce que votre enfance en banlieue parisienne a influencé votre écriture et si oui, à quel point? Oui, forcément, parce que en fait, tous les premiers romans que j'ai écrits ont pour cadre la banlieue parisienne. Donc ça a influencé mon écriture. La toute première histoire que j'ai écrite, le premier roman que j'ai publié, Le poids d'une âme, se déroule en banlieue et je l'ai écrit j'ai commencé à l'écrire quand j'étais adolescent. Donc oui, ça a été totalement décisif dans mon écriture. Et du coup, j'ai une question pour vous, Aya. Vous avez écrit le livre Être noir en France, et je voulais vous demander si depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que vous voyez des différences sur le fait d'être noir en France, et si oui, lesquelles? Alors, Être noir en France était un article pour le journal La Croix. En fait, c'est très récent, donc les différences, j'en vois pas. En tout cas, de changement, j'en vois pas énormément. C'est encore beaucoup trop tôt. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un de très, très optimiste. C'est-à-dire que, sincèrement, à votre âge, je n'avais absolument pas conscience de tout ça. Et donc, vous êtes vraiment très, très, très en avance. Et donc, voilà, j'ai bon espoir, effectivement, que vous soyez, vous aussi, à l'origine de grands changements. Merci. J'aurais juste une dernière question pour vous deux. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que pour réussir, il faut quitter le quartier? Tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, le quartier vous quitte jamais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Jimmy Aïché, pour votre beau travail. Merci à vous, les gars. Maintenant, nous allons écouter Monsieur Morachinos, qui est le haut représentant de l'UNAOC, qui a décidé de nous dire un petit mot ce soir en vidéo. Magnéto Brian. Bonjour à tous. Je regrette de ne pas être avec vous en personne aujourd'hui, mais je suis quand même avec vous de tout cœur. J'ai eu la grande chance de rencontrer les participants au programme Les médias, c'est vous, le 10 juin à La Courneuve. Et j'étais touché, impressionné par votre motivation, votre énergie et votre inspiration. L'Alliance des civilisations des Nations Unies a été créée pour soutenir des jeunes comme vous, en créant des opportunités pour le dialogue et la coopération, en particulier entre cultures, religions et origines différentes. Car, mes chers amis, notre monde est une mosaïque de cultures, et sans dialogue, nous ne pouvons avancer et vivre ensemble de façon productive. Comme l'a dit mon ami, l'écrivain franco-libanais Amin Malouf dans son essai « Les identités meurtrières », c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance. Et c'est notre regard aussi qui peut les libérer.
En effet, on peut rester fidèle aux valeurs dont on est l'héritier, sans pour autant se croire menacé par les valeurs dont les autres sont porteurs. Mes chers amis, avec le projet Les médias, c'est nous, l'UNAOSC, United Nations Alliance of Civilization et la Courneuve, on souhaite vous équiper avec les connaissances et les outils nécessaires pour faire face à des problèmes sociaux urgents, tels que le discours de haine et les stéréotypes, tout cela à travers la promotion du multiculturalisme. Mais en voyant vos projets médias, en regardant vos vidéos, en écoutant vos présentations énergiques, vos podcasts et votre rap traitant de sujets cruciaux, je peux vous dire que je suis heureux de voir que nous avons accompli notre tâche. Nous sommes très fiers de vous et des projets médias que vous avez produits. Notez bien que participer à ce projet n'est qu'une étape. Vous êtes maintenant les ambassadeurs de ce projet. Et nous comptons sur vous pour continuer les efforts entrepris au cours des derniers mois. Et nous comptons sur vous pour partager ce que vous avez appris et contribuer à faire de notre société un monde plus inclusif et ouvert. Mes chers amis, j'espère vous voir très bientôt en personne, avec mon ami le maire, M. Gilles Pou, le maire de votre ville, pour vous donner vos certificats de participation à notre projet. Merci pour tout. Je vous remercie toute l'équipe de la Courneuve, les facilitatrices et tous les intervenants qui ont fait un travail exceptionnel. Merci à tous et félicitations pour votre travail. Remarquable. Merci à vous, Monsieur Morantinos, et à l'Alliance des civilisations de l'ONU. Et maintenant, accueillons sans plus attendre Nadia Chaboun, une élue de la ville de la Courneuve au droit à la jeunesse, ainsi que Gilles Pou, le maire de la Courneuve. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Alors, nous arrivons à la fin de cette première étape du projet Les médias, c'est nous. Et là, j'ai une petite question pour vous. Comment s'est monté ce partenariat entre l'UNAOC et la ville de la Courneuve? Ce partenariat s'est monté de façon un petit peu par hasard, on va dire, que je dirais, il s'est trouvé que à travers des médias internationaux, on a parlé de la Courneuve et de choses que nous faisions ici, qui a suscité l'intérêt de M. Moratinos et de ses équipes. Donc ils sont venus nous voir en nous disant on réfléchit comment mieux travailler sur ces questions d'inclusion, pour travailler sur la reconnaissance de l'autre, lutter contre les stéréotypes. Est-ce que vous êtes partant pour travailler avec nous? Et donc, bien évidemment, on regarde, je dirais, l'engagement qui est le nôtre, de notre collectivité sur cette question-là. On a dit, ben ouais, banco, puis c'était... je ne dis pas le jackpot, mais travailler avec l'ONU, c'était quand même l'occasion pour nous de faire éclore ces volontés, ces engagements qui sont au cœur du travail de notre collectivité et du travail que mènent y compris les jeunes sur cette ville. Et donc, on est parti dans ce partenariat, tout simplement. Enfin, comme le disait Monsieur le maire, c'est parti, on le sait bien, dans nos quartiers, on essaye de lutter contre les stéréotypes et les discriminations. Et ce projet-là, Les médias, c'est nous, tombe très bien. Et en tout cas, je suis impressionnée par le travail qui a été fait par les jeunes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un travail remarquable. Et travailler justement avec l'ONU. Et puis vous avez également les félicitations du haut représentant, M. Moratinos. Et vous pouvez être que fiers de ce projet et du travail accompli. Et comme le disait tout à l'heure Aya, vous êtes jeune et vous avez pris conscience assez tôt de tous ces problèmes-là. Et on a besoin aujourd'hui de jeunes comme vous pour avancer, pour aller plus loin et créer un avenir et construire un avenir à la Courneuve. D'accord, donc moi j'ai une question pour vous. Donc racisme, discrimination, relations police-population, discours de haine dans les médias et égalité entre les femmes et les hommes, les jeunes ont choisi des thématiques en rapport avec leur quotidien. Comment répondre à leurs préoccupations? Ensemble.
c'est un travail qu'on doit faire ensemble. En fait, aujourd'hui, on peut proposer, on peut imposer des choses, etc. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un travail comme celui qui a été fait aujourd'hui avec le projet Les Médias C'est Nous. Mais c'est travailler ensemble sur toutes ces questions-là et intégrer les jeunes dans ce travail, collaborer avec les jeunes. Je pense que, pour moi, et pas pour, il n'y a pas mieux que cette implication des jeunes pour travailler sur ces questions-là et aller vers, proposer des dispositifs, des projets pour répondre à ces questions-là et lutter contre ces questions de discrimination, de racisme et d'inégalité sur notre ville et puis en dehors de la ville, bien sûr. Vous pouvez répondre à la question également? Oui. Mais moi, je crois que la meilleure façon de prendre les choses, c'est d'abord de les écouter, de considérer que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vivent, et de partir de là pour effectivement travailler, contribuer à faire bouger des lignes. On a commencé par exemple en créant les conditions qu'au cinéma L'Étoile de la Courneuve, sur la base de la projection d'un film, on a mis à côté les effectifs de la police de la Courneuve et un certain nombre de jeunes pour débattre. Et si le débat a été un petit peu chaud au départ, petit à petit, le fait que la nécessité de s'écouter soit posée, ça a permis d'étendre et de regarder ce que l'autre disait et donc de mieux appréhender la parole de l'autre et de mieux appréhender ce vécu que reçoivent aujourd'hui les jeunes de notre ville. Et donc c'est tout ce travail-là que nous voulons essayer de faire émerger, de porter. Et le fait de pouvoir travailler avec l'Agence nationale des civilisations, je crois que ça peut aussi créer les conditions que les jeunes aient le sentiment, peut-être enfin, dans cette expérience-là, d'être entendus, reconnus et d'avoir une place. Et donc de leur donner confiance pour qu'ils osent faire valoir leurs idées et bousculent les codes auxquels, parfois, dans lesquels on veut les enfermer. Et donc c'est tout ce travail-là qu'avec le service jeunesse, le service de communication, avec l'UNAOC, on veut essayer de porter, y compris pour aller avec eux jusqu'au bout du voyage, c'est-à-dire jusqu'à New York, à l'ONU, parce que je crois qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'aventure. D'accord, merci beaucoup. Aya Sissoko et Mabrouk Rachedi, que pensez-vous des choix des thématiques de ces jeunes et qu'est-ce que cela raconte de leur quotidien? Moi, monsieur le maire l'a dit, vraiment c'est très important d'écouter. Et donc, et les thématiques ont été définies par les jeunes, ça veut dire que ça les concerne. Et en cela, c'est intéressant en soi et de toute façon, ça m'intéresse. Mais vraiment, ce que vous avez réalisé est formidable, vraiment en tant que résultat, en tant que rendu. Là, dans le plateau, là, ce que je vois, j'ai fait quelques émissions de télé, j'ai l'impression d'être dans une vraie émission de télé, dans les lancements, dans la façon dont vous occupez l'espace, dans les reportages. Je suis très, très, très impressionné et vous pouvez vraiment être très très fier de ce que vous avez fait sur le fond et sur la forme, et ceux qui vous ont accompagné ont fait, et vous-même avez fait un extraordinaire travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rejoins totalement ce que vient de dire Mabrouk, et je suis aussi très très heureuse que vous soyez mis en mouvement, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher l'information, vous l'avez illustrée et vous êtes aussi à la restitution. Donc en gros, vous avez fait un process complet. Donc franchement, bravo à vous. Voilà quoi. Maintenant, visez encore plus loin, plus haut. Enfin voilà, ne vous fixez aucune limite. Yallah quoi. C'est ce qui est prévu. Alors, merci à vous. Merci. Pas de souci, avec plaisir. Maintenant, place aux artistes. C'est l'heure du live. Magnéto Brian. Ils
ont travaillé sur le sujet des discriminations et ont décidé de faire passer le message par un morceau de rap. Je vous demande d'applaudir Oumarou, Adam, Walid et Mamadi. Alors les gars, j'ai quelques petites questions pour vous. Les autres groupes ont fait des reportages, des podcasts ou encore des campagnes. Pourquoi avoir choisi un morceau de musique ? Tout simplement parce que tout le monde écoute la musique et c'est une manière ludique de faire passer un message. C'est vrai. Oui. J'ai aussi une question pour vous. Oui. De quoi vous êtes vu inspiré pour écrire les paroles ? Du quotidien. Et avec nous, on a un artiste, Walid. Il a l'habitude d'écrire des textes pour des grands artistes, c'est pour ça. Bah très bien. La scène est à vous, les Mamadi Power. Ils parlent de nous parce qu'on vient d'un autre continent. Que tu sois noir ou blanc, on n'est pas différent. On regarde d'autant bas quand on passe dans leur quartier. J'avance tout droit sans regarder derrière moi. Je suis fils d'immigrés, je dois 2 fois plus prouver. La discrimination est un truc créé par la société. Et ça c'est fini, donc prends ma valise et je vais au Maldives pour me changer les idées. Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine. Toi t'as connu la richesse, mais ça t'importe quoi? Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine. Toi t'as connu la richesse, mais ça t'importe quoi? Les gens disent que nous sommes différents. Nous sommes les mêmes, noirs ou blancs. Un homme qui voit le monde en grand. On vient d'en bas, mais on va finir en haut. On vient d'en bas, mais on va finir en haut. On va réussir avec des bâtons dans les roues. On va réussir avec des bâtons dans les roues. Jeune de la Courneuve, reçois des propositions d'école de haute sphère. C'est pas parce que je viens d'en bas que je peux pas finir en haut. Sur un coup de tête, je vais à Bamako. Là je suis pas content, je viens de me faire recaler. J'en suis sûr que le plan d'après lui il s'est fait accepter. Il me reste plus qu'à aller taffer au chantier ou aller dealer avec les frères au quartier. Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine. Toi t'as connu la richesse, mais ça t'importe quoi? Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine. Toi t'as connu la richesse, mais ça t'importe quoi? Les gens disent que nous sommes différents. Nous sommes les mêmes, noirs ou blancs. Un homme qui voit le monde en grand. On vient d'en bas, mais on va finir en haut. On vient d'en bas, mais on va finir en haut. On va réussir avec des bâtons dans les roues. On va réussir avec des bâtons dans les roues. Merci à vous les gars, je pense que le message est bien passé. Merci. Merci à Aya Sissoko, à Mabrouk Rachedi d'avoir été présents tout au long de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et participer au LC Mag. Merci à l'UNAOC, à la ville de la Courneuve et à tous ceux qui ont participé à ce projet. Et n'oubliez pas, n'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la!